Lundi 21 mai 2018, lundi de Pentecôte, nous sommes là, très heureux d'être en votre compagnie pour ce premier rendez-vous de la semaine avec à la manette Christelle Akoussa et toute l'équipe tant en l'air qu'au sol, parce que c'est comme un avion et on décolle tous les jours avec beaucoup de plaisir et surtout, dans la cabine également, mademoiselle Nessie Ndry. Ça va? Oui, bonjour Marco. Bonne fête Pentecôte. Hein? Merci, bonne fête à vous. Le week-end était bien? Bah, super. Vous êtes bien amusé? Très bien amusé. On m'a dit qu'on vous a vu dans des endroits vraiment où vous vivez bien, c'est très bien ça. Bah, c'était moi, c'est mon anniversaire de tout le mois, donc j'en profite Marco. Et ce matin, Marco, nos téléspectateurs sont chez eux, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est jour férié. Donc profitez bien. Ils ont la chance, hein? Bah oui, ils ont beaucoup de chance. Ouais, ils sont à la maison, ils regardent Matin Bonheur, ils regardent Marco et Nessie qui sont vêtus à peu près de la même façon. Bah oui, on a Car il y a un mariage? Bah oui, franchement. C'est le mariage traditionnel de Nessie et Marco. D'accord. Mariage traditionnel qui va durer 95 minutes le temps de ce rendez-vous. Et puis aujourd'hui, comme ça, on a choisi de vous envoyer du côté de Lagos. C'est parti. Magnifique. Lagos, la cité du Naira. Bon, le Nigeria tout entier. Hein. Très, très belle ville, Marco. Ah oui. Avec ses infrastructures, ses routes. Là-bas, c'est speed, hein, tout le monde est pressé. Oui. Vous savez, les transports, des fois, au lieu de s'arrêter, hein, c'est au ralenti et chacun se débrouille pour aller dedans. C'est impressionnant, Lagos. Hein, autant par son gigantisme que par son activité et le dynamisme de ses populations. Aujourd'hui, Nessie, nous sommes le 21 mai 2018 et puis, vous savez, tout le week-end aura été marqué par un mariage princier, le fameux mariage, le mariage du prince Harry, le deuxième fils de la princesse Diana et de sa fiancée. Bon, ils sont mariés maintenant. Hein. Meghan Markle. Voilà, Meghan Markle, une actrice américaine. Aujourd'hui, elle fait partie, Marco, de la famille royale. Ah, bon, attendez, les gens ont commencé, surtout les dames sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Oui, tout est possible, divorcer. Aujourd'hui, elle est... Non, 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 revenons sur terre. Non, Marco, c'est possible. Oui, mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc, revenons sur terre. Mais maintenant, ça va être plus facile. Ça va passer facilement dans l'entendement des gens. Parce que pour beaucoup de personnes, une fois que tu es divorcé, c'est fini, tu es au garage. Mais là, ce mariage vient prouver que non. Le divorce, après le divorce, il y a une autre vie. Ça, c'est vrai. Mais au niveau, après le divorce, il y a une autre vie, effectivement. Mais
le côté princier, le côté conte de fées, franchement. Pas donné, voilà. Parce qu'on a eu tout le monde, toutes les femmes du monde entier rêvaient. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Revenons sur Terre, c'est lundi de Pentecôte aujourd'hui. Hein, franchement, et cherchons-nous, faisons en sorte que tout aille pour le mieux. Et surtout, gardons la forme, pourquoi pas? Parce que c'est ce qui nous permettra un jour, pourquoi pas, de trouver l'âme sœur, le prince charmant ou la princesse charmante. Allez, la gym, c'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va travailler principalement au sol, mais on ne va pas se reposer. On va travailler la poitrine, on va travailler les bras et aussi les abdos. Alors si vous êtes prêts, juste avoir un tapis à côté de vous, une petite serviette dessus, sinon c'est pas grave, ça peut être la moquette. Et on va commencer par des échauffements. Donc vous allez me placer les mains sur les épaules. Et on va commencer par faire des cercles de bras. Donc on va aller vers l'avant pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Au temps du sens, on ouvre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on ouvre les bras, on allonge et on tape. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change le sens, les paumes de main vers le plafond. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent. Vous allez emmener vos deux bras vers l'arrière. On va tirer, on va ouvrir au niveau de la poitrine. On va regarder vers le plafond. On va garder ça pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va ramener les bras ensemble devant, dos rond. On pousse pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Excellent. Alors, on va rester sur les genoux, on va se placer en position pour faire des pompes. Donc je rappelle, on va garder les mains juste en dessous de nos épaules. Les genoux vont être légèrement en arrière des hanches. Et l'objectif, ça va être de descendre la poitrine au sol en emmenant les coudes vers l'extérieur et on pousse pour remonter. On va toujours garder le regard vers le sol pour ne pas être en hyper-extension. Et bien sûr, toujours vos abdos contractés. Et on y va. On descend. 1, on pousse. 1. 2, on pousse. 1. Encore. 3, on expire. 4, on expire. Encore 2 autres. 5, on expire. Une dernière. 6, on expire. Excellent. On ramène les coudes au sol. Les épaules juste au-dessus des coudes. On va monter sur nos orteils et on va lever les jambes. 1, on change. 2, on change encore. 3, on change encore. 4, on change encore. 5, change, dernière et 6, on change. Excellent. On ramène les genoux au sol. On va relâcher un tout petit peu les bras. On garde la tête en bas. 3, 2, 1. On revient en position pompe. Alors, cette fois, on va se déplacer de chaque côté. On va emmener une main et on y va. 1. On revient dans le milieu. On part de l'autre côté. 1. Et on change. C'est parti. 2. On revient. 2. On revient. On y va pour 3. Change 3. On part pour 4. 4. Allez, 2 dernières de chaque côté. 5. 5. Une dernière. 6. Et 6. Excellent. On repart sur nos coudes. Encore une fois en position planche. Cette fois, on va ramener les genoux à l'intérieur et on y va. 1. Et on change. 2. Change. 3. 4. On respire. 5. 6. 7. Une dernière et 8. Parfait. On relâche, on étire nos bras. Avant notre dernière série.
3, 2, 1. Alors, pour la dernière, on va travailler en explosivité. Donc, on va descendre une et on va pousser. Hop, on ramène les deux mains ensemble. Et on repart. On ouvre. 1, ramène. 2, ramène. 3, reviens. 4, reviens. 2 dernières. 5, une petite dernière. 6, excellent, parfait. Dernière, sur vos coudes, on retourne en position planche. On va ouvrir les jambes de chaque côté et on les ramène. Et on y va. 1, reviens, on change de jambe. 2, on change de jambe. 3, doucement. 4, ouvre, ouvre, ferme, ferme. 5, une dernière. 6, parfait, on relâche. On va s'asseoir sur les chevilles, on garde la tête en bas. On respire. Et on remonte tranquillement dos rond. On relâche nos bras. Parfait. Alors, normalement, vous devez avoir senti tout ce qui se trouve en haut. Donc, les épaules, les biceps, les avant-bras et la poitrine. En tout cas, nous, je pense qu'on a eu bien chaud. Je vous souhaite de passer une agréable journée, tout le monde. Et je vous dis à demain. Demain, coach Karl. Bah ouais. Merci beaucoup, coach Karl. Hein. C'est lundi et on promet de suivre exactement tous vos mouvements et de les exécuter comme il se doit. De suivre tous ces mouvements. Bah oui. De suivre tous ces mouvements? Bah, ces mouvements physiques. Bah oui. Ah bon, vous pouvez? Bah oui. D'accord. Je vous fais confiance en tout cas. Je vous fais confiance. Bah, vous avez intérêt, Marc. Oui, je vous fais super confiance. Et puis, Nessie est très souple. Nessie est très souple, franchement. Comment vous savez ça? Mais non, je sais ça. Je sais ça. Vous voulez que je dise tout ici? Non, ça va. Ok, voilà, sinon je sais. De temps en temps. Raïssa peut témoigner. Bah oui. Alors, merci d'être en notre compagnie. On a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez que Matin Bonheur, c'est une famille et se lever tous les jours ensemble et venir ici à 4 h du matin, ça crée forcément des liens de fraternité. Elle est née, donc Non, Marco, la fille de notre collègue Anassé Wilson, enfin, notre collègue Anassé. Elle est née, elle s'appelle Anassé Marilyn Grace Wilma. Il est père pour la... La quatrième fois? C'est la quatrième fois? Ah, pour la deuxième fois. fois. Dans l'ordre ou le désordre. Enfin bref, elle pèse 4 kilos. Elle a vu le jour le samedi, c'était aux alentours de 13-14 heures. Alors la formule consacrée, la mère, l'enfant et le père, que je trouve ici, vont très très bien. Félicitations. Est-ce qu'on peut applaudir quand même la naissance? Le père va très très bien. Après le bébé Maëva, qui, soit dit en passant, se porte très bien, qui a plus d'1 mois, qu'on salue, qu'on embrasse. Donc, il y a le bébé Anassé, également, à qui on souhaite la bienvenue dans ce monde combien difficile, mais bon, ça fait plaisir. À qui le tour? À qui le tour? Suivez mon regard. Suivez mon regard. Je suis votre regard, Marco. Ah, mais j'entends AD. Enfin, pourquoi AD? Pourquoi tout le monde... Ok, pourquoi si tôt? Bah, comme quoi, Matin Bonheur, vous ne dormez pas. C'est bien. Oui. Matin Bonheur, malgré le fait que nous venons ici très tôt, il y en a qui trouvent le moyen d'être encore plus tôt. On se comprend. Marco, et pour être plus tôt, Marco, il faut bien manger. Absolument. Ah, bien très manger. Bien manger. Très bien manger pour Passe avoir des par le forces. petit déj, ouais. Le petit déj. Je ne sais pas ce qu'il a mangé ce jour-là pour que voilà, ce soit une fille. Mais on ne sait jamais. Peut-être ça. Regardez. Attiéké poisson. Quand je connais l'ami Anna, c'est qu'il est friand d'attiéké poisson. Peut-être que c'est... Voilà, pour ceux qui cherchent, par exemple, à avoir une fille, peut-être que... Voilà, on ne sait jamais. Attiéké poisson. Avec de la moutarde, surtout. Sur le côté, avec un piment mixte. Genre orange, blanc, vert. Enfin, voilà quoi. Un peu de tout dedans. Ça doit être délicieux, ça. Ah oui, c'est très délicieux. Et ça fait Côte d'Ivoire. Deuxième plat, mesdames et messieurs, abracadabra. On y va, regardez. Aïe, 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 aïe. Mesdames et messieurs, le plat national des baoulés Marco. L'un des plats mythiques. Interdit de regarder ce genre de plat quand vous êtes à l'extérieur du pays. Et quand vous êtes au régime aussi. Et quand vous êtes au régime, comme Nessie. Alors, plat Kali, en tout cas, bon appétit à ceux qui... Oh là 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 là. Vous allez nous faire abandonner cette émission en plein milieu. Bon, on va se concentrer pour rester sur ce plateau. Allez, troisième plat maintenant, c'est... Petit déjeuner. Ah,
terminé. Ah oui, Ouh là non, là. franchement, on est ému, hein, parce qu'on veut continuer. Donc, On veut merci continuer. à tous nos téléspectateurs, Marco, qui n'hésitent surtout pas à partager leur petit déjeuner avec nous. Continuez à le faire et un jour, peut-être que vous serez inspiré. Vous allez venir ici sur ce plateau avec le plat hein, de façon physique. Ça va nous faire plaisir, Marco. Et Marco, on va partir du côté de l'arche de l'Alliance, symbole de l'union entre les religions. Alors, Thomas Römer, un célèbre professeur suisse d'enseignement biblique, était récemment ici à Abidjan à l'invitation de l'Institut de théologie de la Compagnie Jésus. Il animait une conférence autour de la théologie de l'Arche de l'Alliance. Il s'agissait pour lui de montrer par ce symbole de l'Arche de l'Alliance pourquoi toutes les religions sont condamnées à faire la paix et le bonheur, pour le bonheur bien sûr de l'humanité. Guillaume Zéré. Il était attendu, il est venu, il a parlé. Pendant 2 heures, Thomas Römer, l'exégète biblique suisse, a développé la théologie de l'Arche de l'Alliance. Un thème qui est pour lui la preuve de l'omniprésence et de l'universalité du Dieu chrétien. Le chrétien doit retenir le fait que c'est une image du Dieu biblique qui se déplace. Ce n'est pas un sanctuaire fixe, c'est un sanctuaire portable. Et comme l'arche a été promenée un peu partout, le Dieu biblique n'est pas lié non plus à un seul temple, à un seul sanctuaire. Le Dieu biblique peut être partout, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Il n'y a pas de temple qui le contient. Malheureusement, dans toutes les religions, des gens qui veulent enfermer Dieu dans leur conception, alors que Dieu est plus grand qu'une religion. Si l'Arche de l'Alliance suscite la paix entre les religions, elle est aussi une explication de l'importance de la fête de Pentecôte. La Pentecôte, c'est une manière de montrer que l'histoire de l'interprétation continue avec chaque génération et que nous sommes tous en fait héritiers de cet esprit et qu'il est important qu'on le partage entre nous, non pas en s'opposant, mais en travaillant ensemble. À cette conférence organisée par l'Institut de théologie de la Compagnie Jésus, l'intervention de l'international exégète suisse a été enrichie des réponses de 2 autres conférenciers. Des interventions, somme toute enrichissantes pour tous les participants. J'apprends beaucoup de choses nouvelles dans tous les cas. Comme j'ai dit, je ne suis pas du domaine et d'un certain point de vue, on peut comprendre une théologie de l'Arche de l'Alliance comme étant fondateur de toute théologie des religions. Des participants fortifiés, mais pas seulement. Pour les organisateurs, cette 6e édition des conférences bibliques de l'archère cardinal Laurent Mosengo Passigna est un pari réussi. Mon objectif est de rendre notre espace académique plus au fait de l'évolution actuelle du savoir. Le professeur Römer enseigne des choses qui n'existent nulle part dans aucun livre, parce que c'est une des sommités de la science. Et ce qu'il va écrire, finalement, c'est ça qui fera autorité, c'est ça qui va s'enseigner plus tard. L'Arche de l'Alliance était un coffre sacré, fabriqué par les Israélites des temps bibliques sur l'ordre de Dieu, selon le modèle qu'il leur avait donné. L'arche permettait de conserver des objets sacrés et rappelait aux Israélites l'alliance que Dieu avait conclue avec eux, au mont Sinaï. Retour sur le plateau. Nessie a déjà commencé la discussion avec le père Yannick Agnès, qui est notre invité pour rester dans la spirale religieuse. Le père Yannick Agnès est l'aumônier de la RTI. Avec lui, on a toujours plaisir à parler religion, surtout qu'aujourd'hui, il va nous parler de la symbolique de la Pentecôte. Bonjour mon père. Bonjour. Bonne fête à vous. Merci à vous pareillement. Excellent lundi de Pentecôte. Merci. Alors, à Pentecôte, quelle spécificité cette année? La spécificité, elle est relative à l'action pastorale de chaque diocèse. Et dans le diocèse d'Abidjan, le thème de cette année, il est focalisé sur la solidarité et le partage. Et donc recevoir l'Esprit Saint dans ce but-là, ça nous permet de pouvoir vivre plus intensément cette relation que nous avons avec Dieu, mais aussi avec nous par le partage et la solidarité. Et bon Père, dites-nous, quelles sont les grâces derrière la réception de l'Esprit Saint? Je vais dire que les grâces de l'Esprit Saint sont multiples. Hein. Et déjà, elles commencent avec les 7 dons que l'Esprit Saint octroie, la science, la sagesse, le don de crainte, de conseil, de force, de piété, d'intelligence. Et tous ces dons vont nous permettre de pouvoir vivre les fruits aussi de l'Esprit Saint, tels que la joie, la magnanimité, qui vont nous permettre
de concrétiser ce que le Seigneur en fait attend de nous et correspondre davantage à son image. Alors, la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint. Oui. L'Esprit Saint descend sur qui? Sur les baptisés, sur les chrétiens, sur tout le monde? Qui reçoit l'Esprit Saint? Pour répondre à cette question, nous on va forcément à parler des origines de la Pentecôte. Vous savez que c'est une fête qui remonte déjà dans les premiers temps de l'Église catholique. Je ne pas catholique, mais de l'Église à cette partie-là, à ce moment précis de sa naissance. Et donc, la Pentecôte, du grec, il signifie Pentecôte Émera, qui veut dire 50e jour. Et ses origines s'apparentent, on va dire, se rapprochent un peu plus de cette fête que célébraient les Juifs à l'époque, qu'on appelait Shavuot, qui veut dire semaine ou encore prémisse. Et donc, à la Pentecôte, il y a un événement qui sévit, qui ressemble un peu plus à ce que les Juifs vivaient à cette période-là, qui servait à commémorer le don de la loi. Donc, à la Pentecôte, il y a cet esprit qui est donné pour vivre une nouvelle loi, en fait, la loi de l'Esprit Saint, d'où le fait qu'on dise que la Pentecôte marque la naissance de l'Église. Et donc, ces différents dons qui nous sont donnés à la Pentecôte, dans les premiers temps de l'Église, dans l'Évangile, il n'y a pas de mention précise qui dit que ceux qui étaient là-bas étaient des chrétiens ou pas, non. Et la preuve, on est dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit que les Juifs venaient de divers horizons et ils ont eu ces motions particulières de l'Esprit où ils entendaient le message d'amour par les apôtres dans les différentes langues. Donc, en se fondant sur ça, on va dire que tout le monde peut recevoir l'Esprit Saint. Cela, cependant, n'exclut pas les catégories encore, tout ce que l'Église a eu à donner aujourd'hui maintenant, parce que c'était dans les premiers temps de l'Église et l'Église a évolué. Et maintenant, il y a un carnaval dans lequel il faut entrer pour recevoir l'Esprit Saint. Et ça passe pratiquement par le baptême et la confirmation. Alors, dans un monde où on est toujours en train de rechercher du miracle, rechercher des choses vraiment spectaculaires spirituellement, il faut savoir distinguer l'Esprit Saint et l'Esprit Saint entre guillemets. L'Esprit Saint, c'est quoi? Non, parce qu'il y en a qui vont tellement chercher des miracles, ils veulent à tout prix avoir des... Il y a des communautés nouvelles, il y a beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il faut attirer l'attention des uns et des autres aussi pour rester dans la droite ligne. C'est pas faux. Je le disais tantôt dans l'une de mes prédications qu'il y a le risque de vouloir vivre les dons de l'Esprit ou encore les fruits de l'Esprit Saint dans le but uniquement de pouvoir faire cette expérience-là d'émotion plaisante de l'Esprit Saint. Mais en fait, ce n'est pas ça que la Pentecôte. La Pentecôte, ça nous permet d'entrer dans la vie trinitaire, c'est-à-dire dans la vie de la Sainte Trinité, dans la vie de Dieu. Et donc, ces dons que nous recevons sont dans un but bien précis, pour nous unir de manière plus intime avec Dieu dans le but d'être missionnaire. Et voilà. Et comment on reconnaît quelqu'un qui a l'esprit? C'est quand la personne tombe en transe fréquemment, quand la personne parle en langue. Comment on reconnaît cette personne? C'est l'une des difficultés qui se présente à nous pour reconnaître quelqu'un qui a l'esprit. Tout de suite, la base est la suivante, c'est que une fois que nous sommes baptisés, une fois que nous avons reçu la confirmation, un fait est exact et est sûr, c'est que nous avons eu l'Esprit Saint. Une chose est de recevoir l'Esprit Saint, une autre chose est de faire cette expérience particulière d'émotion de l'Esprit Saint. Et là, on parle maintenant des charismes, tels que par exemple dans le parler en langue, le charisme de guérison et tout ça. Cela montre que nous avons des émotions de l'Esprit Saint. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que nous sommes proches de la sainteté. Parce que les charismes n'appellent pas ipso facto une vie de sainteté. Ça peut la supposer, mais pas nécessairement. Donc, pour ceux qui courent vers les charismes pour dire, un tel, comme il a parlé en langue, comme il a prophétisé dans ma vie, donc automatiquement il est saint, attention. Attention. Merci beaucoup, mon père. Voilà. Ça fait plaisir de vous avoir. Très tôt ce matin sur ce plateau. Pour terminer, un mot pour tous ces fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire, ce lundi de Pentecôte qui nous regardent, qui sont devant le poste récepteur. La Pentecôte, c'est vrai, c'est aujourd'hui, mais ça continue. L'Esprit doit continuer à descendre sur nous tous les jours, au quotidien. Justement, c'est une bonne fête. Aujourd'hui est lundi et le thème c'est lundi après Pentecôte et toute l'Église aujourd'hui fête la mémoire de la Vierge Marie, mère de l'Église. Donc c'est une invitation pour nous
à la considérer davantage dans notre relation avec Dieu et à se dire que bien que la Pentecôte soit finie, elle est en fait un événement qu'il faut chercher à revivre chaque jour par des prédispositions qui vont nous permettre de vivre cette intimité avec Dieu. Merci, mon père. Je rappelle le père Yannick Agnès, il est l'aumônier de la RTI. C'est toujours un plaisir donc d'être avec lui régulièrement ici à la RTI et puis aussi en paroisse. Lui, je ne sais pas s'il a l'esprit, c'est en tout cas concernant le foot, il a toutes les infos. C'est avec lui que nous allons aller maintenant. C'est le sport avec Patrick Guité, juste avant le JT. Patrick Guité, bonjour. Vous êtes visité par l'Esprit Saint, ça va? Oui, bah, je suis langue de feu. C'est ça. Langue de feu. Bon, Il n'y a, langue pas de de feu. rouge. Si, C'est ça. il y a un petit peu. Allez, on n'a pas ce temps, on va pas de course, alors on n'a pas au menu aujourd'hui. La première info. La première info, c'est au niveau du handball et la diaspora a équipé la sélection junior de Côte d'Ivoire, la sélection junior dames. Et c'était le samedi 19 mai dernier. Et bien, 32 paires de chaussures ont été offertes donc à la sélection dames en présence donc du président de la Fédération ivoirienne de handball, Daouda Karaboué, du sélectionneur national, Christophe Yavo. Ce don a été... C'est lui qui a dit qu'il avait une caisse noire. Apparemment, la caisse noire fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. La caisse noire fonctionne en Elle est tout utile cas. et efficace. Et bien entendu, et donc, par comme Kipri, qui est un ex-international ivoirien, mais c'est lui qui a fait ce don de 32 paires de chaussures à l'équipe nationale qui va participer donc à la Coupe du Monde 2018 des juniors dames. Ce sera à Debrecen en Hongrie et la Côte d'Ivoire. Et dans le groupe A avec la Hongrie, pays organisateur, la Norvège, Monténégro, le Brésil et le Portugal. La Côte d'Ivoire ne sera pas le seul pays à défendre les couleurs du continent. Il y aura également l'Angola qui est dans le groupe C et l'Égypte dans le groupe D. On espère que nos Ivoiriennes iront très loin dans cette compétition. On a également le basket. Oui, le basket, le sommet du basketball féminin ivoirien, c'était le samedi dernier au Hall 1 des sports de Trècheville. C'était entre l'ABC, champion en titre, face au challenger, le CSA. Et pour la première fois de la saison, lors de cette 18e journée, eh bien, le CSA est venu à bout de l'ABC sur le score de 51-55. Un score assez serré qui relance donc les débats autour des playoffs parce qu'on le sait, eh bien, le trophée, le titre de champion se joue entre ces deux équipes-là et on relance le débat à savoir si le CSA pourra faire tomber l'ABC cette année. La gazelle Gouraud court toujours. Elle court, Talou. Elle brille à Manchester cette fois. Oui, elle nous avait abandonné avec une 4e place à Shanghai lors de la 2e étape de la Ligue de Diamant. Cette fois, c'est à Manchester où elle a couru pour la première fois sur une distance de 150 mètres et la gazelle Gouraud a battu toutes ses concurrentes en 16,60 centièmes. Elle a pris le meilleur sud-américaine. Alison Félix qui, elle, est arrivée en 16,72 centièmes au Grid City Game de Manchester. Elle va se préparer pour la 3e étape de cette Ligue des Diamants. Ça sera à Eugène, aux États-Unis, également avec Muriel Auré qui sera présente à cette 3e édition. En tout cas, cette 3e étape de la Ligue des Diamants qui se courra aux États-Unis. Podium du 36e rallye de Pentecôte. Oui, on parlait tout à l'heure de la Pentecôte. Il y a eu le 36e rallye de Pentecôte et qui l'a remporté, c'est Gary Chen qui est toujours au sommet de son art au niveau donc, des sports auto de Côte d'Ivoire. Lui et son copilote Didier Leborgne sont venus devant Schmidt, Pascal et Bruno Laborde. Et 3e, Nobou Frédéric et Daniel Koulibaly. On prépare petit à petit la Coupe d'Afrique au niveau donc des sports auto en Côte d'Ivoire. Coupe de la Confédération, fortune diverse pour les équipes ivoiriennes. Une nouvelle qui ne va pas plaire, encore une fois. Supporter de la SEC qui est juste à ma gauche, puisque lors de la 2e journée de cette Ligue, cette Coupe de la Confédération, la SEC se déplaçait le mercredi dernier à Kinshasa, au stade des Martyrs. Les Mimosas sont tombés face à l'AS Vita Club sur le score de 3-1. Pourtant, les Mimosas menaient au score, un but inscrit sur penalty par Badi Gbagnon. Et après, les hommes d'Amani Yao ont baissé pavillon face au dauphin noir de Florent Ibengue, qui, je vous le rappelle, est le sélectionneur national de la RDC. Et puis au niveau 2e match des Ivoiriens, puisque la SEC évoluait à 13h, à 19h, le WAC était face au Djoliba de Bamako. Contrairement au Mimosa, les Guêpes d'Adjamé
eh bien, ont grappillé un point à Bamako face à l'équipe leader du championnat du Mali, le WAC, qui a 2 matchs sans la moindre défaite et qui permet donc à cette équipe de rester dans le peloton de tête de son groupe C. Malgré sa défaite, la SEC reste également dans le peloton de tête. Pour le prochain match, ça sera, il faudra attendre le 17 juillet, attendre après la Coupe du Monde, parce que la CAF va mettre un bémol à ces compétitions pour permettre aux équipes qualifiées, en tout cas du continent, de se préparer dans de bonnes conditions. Les éléphantaux ne verront pas Niamey. Pas de remontada. Pas de remontada comme on l'espérait le lundi dernier. Les éléphantaux ont quand même ouvert la marque face au Gabon dès la 3e minute. Et puis après un balai de manquer au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi dernier. Dans les derniers instants, la Côte d'Ivoire a inscrit le 2e but. Mais c'était trop tard pour revenir à la hauteur des Gabonais qui, eux, on va dire, accrochent le billet qualificatif pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN 2019 qui se déroulera à Niamey, au Niger. Rapidement, avant le journal, Ferguson va mieux? Il est sorti du coma? Il est sorti du coma, il va très bien. Il va très bien. Alors, en France, donc, le peloton de tête pour la Ligue des Champions l'année prochaine, Paris, Monaco et Lyon à la place de Marseille. Malheureusement. Pour Marseille qui ira jouer la Ligue Europa encore une fois. Et puis, en une minute, qu'est-ce qui se passe entre la FIFA et les auditeurs? Éclairez nos lanternes, M. Guité. Les auditeurs de la FIFA. Les auditeurs de la FIFA sont arrivés. Ils ont voulu auditer tous les comptes de la FIFA. La FIFA a indiqué que l'audit ne devrait porter que sur les fonds alloués à ces caisses par la FIFA. La FIFA a indiqué qu'elle avait le pouvoir d'auditer tout ce qu'il y avait comme entrée et sortie d'argent. Et puisque la FIFA n'a pas accepté d'ouvrir tous ses comptes, eh bien, la FIFA a décidé de suspendre son aide financière à la FIFA qui, elle, a saisi le TAS pour régler ce litige. Je rappelle que la FIFA peut à tout moment, on ne souhaite pas nous sanctionner, surtout que nous sommes dans la mouvance de l'organisation de la CAN. Est-ce qu'il n'y a pas des attitudes suicidaires dans tout ça? En tout cas, on espère que tout ira pour le mieux pour le football ivoirien, qui n'a pas besoin de cela. Nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est vrai, mais nous préparons la CAN 2019. Et pour on va dire, préparer sereinement cette compétition, eh bien, il faudra mettre balle à terre, que ce soit au niveau donc, de la fédération et même au niveau des différents présidents des clubs. Merci beaucoup. Mettre balle à terre aussi dans cette émission, mesdames et messieurs, pour aller maintenant au journal, dans un instant avec Maïsako, mais avant la météo. Vous êtes à Matin Bonheur, réalisation Christelle Akoussa. Restez avec nous, on revient tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Au lever de ce jour, les températures relativement élevées de la mer favoriseront la formation de cellules orageuses qui pourraient affecter les villes côtières au cours de la période. L'Est et le Sud-Est observeront un temps nuageux avec des possibilités de faibles pluies. Le reste du pays sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures au lever de ce jour, 23 degrés pour Abidjan, Adiaké affiche 22 degrés, 25 pour Bandoukou, 24 degrés pour la ville de Bouaké, 25 à Daloa et à Dimbokro, 24 degrés pour le Go et le Poro, 23 degrés pour la ville de Mans, 25 à Odiéné, la minimale de 22 enregistrée à San Pedro, 23 degrés pour Sassandra, 22 à Tabou et à Yamoussoukro. Cet après-midi, le sud-ouest et l'ouest du pays observeront des développements de nuages qui donneront des orages et de la pluie en milieu ou en fin de période. Les autres régions du pays connaîtront un temps partiellement nuageux et ensoleillé. On y va pour les températures de notre après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 pour deux villes, Bandoukou et Bouaké, 34 degrés pour Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 pour la région du Go, la maximale de 36 relevée à Korogo, 31 degrés pour le Tompi, 35 à Odiéné, 30 degrés pour la ville de San Pedro, 29 à Sassandra et à Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. Excellente journée à tous et à chacun.
everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La Pentecôte ou fête rappelant la venue du Saint-Esprit sur les apôtres a été célébrée ce dimanche 20 mai par les églises de Côte d'Ivoire. C'était l'occasion pour les fidèles catholiques et évangéliques de renforcer leur foi en Jésus-Christ pour accomplir leur mission d'évangélisation. Olivier Iriebi, Francois-Dieu. Ce dimanche, jour de Pentecôte, l'ambiance est particulière dans les lieux de culte à la paroisse Saint-Ambroise de Mavigne de Cocody et à Saint-Joseph, époux de la gare d'Abobo. Les fidèles sont présents pour célébrer la messe de la Pentecôte. Pour le curé de la paroisse Saint-Joseph, époux d'Abobo-Gare, cette messe contribue au raffermissement de la foi du chrétien et favorise la communion avec les autres pour la cohésion sociale. La Pentecôte est une grande solennité. En effet, 40 jours après sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ a réuni ses disciples au mont des Oliviers et il a promis l'Esprit Saint. Alors disant, ne quittez pas du tout Jérusalem, restez avec ma mère, priant et attendez l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le message de la Pentecôte est très fort. En effet, nous retenons pour notre monde d'aujourd'hui, pour les hommes des temps d'aujourd'hui, pour les Ivoiriens et Ivoiriennes en quête de communion, de paix, nous retenons 5 leçons. La Pentecôte, c'est la fête de la communion. En effet, Dieu donne son esprit pour que nous soyons unis entre nous, nous soyons unis avec lui et que le monde soit davantage réconcilié. Cette fête, fidèles chrétiens et paroissiens l'ont préparée dans la prière. Leur joie est justifiée face au don de l'Esprit Saint qui leur a été accordé ce jour. C'est la nouvelle naissance du chrétien. Parce que c'est à partir de la Pentecôte que nous recevons tous les dons qui sont cités dans la Bible. L'Esprit Saint est venu apporter aux apôtres et à tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui la force nécessaire d'accéder à la plénitude de la vie à travers les dons qu'il nous envoie et à travers le fruit de sa présence dans notre vie. C'est 50 jours après la Pâque que la Pentecôte est célébrée. Dans l'Ancien Testament, elle commémorait la remise des tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Le 10e Salon international du livre d'Abidjan a refermé ses portes en fin d'après-midi ce dimanche. Une 10e édition marquée par une forte fréquentation des stands par le public et une participation remarquable d'écoles. Francois Diou. Une dédicace du dernier ouvrage qui lui reste. Crépin Conan, jeune auteur, a des raisons d'être satisfait. Ce 10e Sila ouvre de bonnes perspectives. Déjà très beau parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs. Et les différents prix qu'ont reçus les auteurs nous encouragent les jeunes à plus nous lancer. Dans la salle d'exposition d'autres néophytes, Yoa Kone a écrit sur le mariage traditionnel en pays Tagbana. Le thème du salon, le livre, vecteur des identités culturelles, et moi, mon livre qui parle de la culture tagbana en matière de mariage, je me suis dit c'est une occasion, il faut que je participe à ce salon, même si c'est mon premier ouvrage. Des moins connus à d'autres plus expérimentés, à l'image de Henri Djombo, invité spécial. Le ministre congolais de l'Agriculture, qui est aussi écrivain, est venu côtoyer ses pairs ivoiriens du livre. D'être là et de pouvoir échanger avec les uns et les autres, de pouvoir esquisser l'avenir du livre en Afrique. Présentation et dédicace de livres, échanges et partage et des leçons diverses pour auteurs, écrivains, éditeurs, libraires et imprimeurs. Ça fait connaître la Côte d'Ivoire, la culture de la Côte d'Ivoire et alors je demande que ça continue et que ça améliore. Je tiens dans un salon du livre, c'est la faculté, la possibilité qui est offerte aux professionnels du livre de se rencontrer. Je fais venir Véronique Tadjo de Londres qui a effectué de très belles dédicaces et également un autre auteur qui est venu de Lomé et bien sûr les auteurs ivoiriens qui étaient présents et ça a été véritablement une très belle réussite. Nous sommes en symbiose, les éditeurs, les écrivains et les libraires. Seulement on aurait voulu qu'il y ait plus de librairies
une des choses que nous avons décidé de faire depuis l'édition 2016, c'était d'avoir un abattement de 20% sur le prix des livres. Donc les livres sont vendus avec une bonne remise qui part de 20 à 50%. Une chose à retenir, le Salon international du livre édition 2018 a tenu toutes ses promesses selon les initiateurs. Nous avons pu enregistrer la participation d'un peu plus de 150 000 visiteurs sur les 5 jours. Nous avons pu aussi écouler 5 000 livres vendus donc sur ces 5 jours de salon, représentant à peu près 30 millions de chiffres d'affaires réalisés au cours de ce salon. Donc ce sont des performances que nous saluons. Occasion donc pour Henri Nkomo, directeur du livre, au nom de la tutelle, de féliciter et encourager les acteurs du livre et entrevoir même le prochain objectif. Il faut souhaiter que pour l'année prochaine, nous soyons un peu plus gourmands et que le cap des 200 000 visiteurs soit atteint. Le SILA 2018 referme donc ses portes. Après les États-Unis cette année, la France sera le prochain pays invité d'honneur. La musique ivoirienne est en deuil. L'artiste accordéoniste Ngoran Laloy, également époux de la chanteuse tradie moderne Ala Thérèse, est décédé ce dimanche 20 mai dans son village à Konan-Kokorekro, dans le département de Cocody. Unis à la chanteuse depuis les années 50, ils produisent en 1956 à Oumonseli leur première œuvre. Le couple totalise 6 albums aujourd'hui et depuis 2014, Ngoran Laloy et Ala Thérèse bénéficiaient de la pension mensuelle offerte aux artistes par l'État ivoirien. Renforcement des capacités opérationnelles de la 5e Légion territoriale de gendarmerie. Le conseil régional de San Pedro offre du matériel roulant, du matériel de communication et de mobilier de bureau. Ce sont au total 4 véhicules de type 4x4, 35 téléphones portatifs talkie-walkie, 5 ordinateurs et de mobilier de bureau d'une valeur de 244 millions de francs CFA qui ont été réceptionnés par le ministre d'État, ministre de la Défense. On en parle avec Sam Konan. Le ministre d'État, ministre de la Défense à San Pedro pour la réception des dons. Après les honneurs militaires rendus par 4 détachements, un cap a été mis sur la 5e Légion territoriale de gendarmerie de Soweké, lieu de la cérémonie où l'attendaient les autorités de la ville, les opérateurs économiques, les chefs de commandement et la population, avec un accueil chaleureux. Il s'agit de la remise de matériel roulant, de matériel de communication et de matériel de bureau à la gendarmerie de San Pedro. À travers cette cérémonie de remise de matériel de sécurité, le Conseil régional de San Pedro contribue modestement au renforcement de la capacité opérationnelle de la gendarmerie et s'inscrit également dans votre dynamique et votre engagement au sein de votre ministère d'État. En réceptionnant les clés des 4 véhicules de type 4x4, les ordinateurs, les talkie-walkie, le mobilier des bureaux et les clés d'un poste de gendarmerie construit par le Conseil régional, le ministre d'État, ministre de la Défense, a salué l'acte posé par le président du Conseil régional. J'étais très surpris, très heureux et j'ai voulu, à travers ma présence, vous marquer toute ma satisfaction. Et vous dire tous les encouragements et les félicitations du président de la République. Quand je lui ai expliqué l'objet de ma visite, il m'a dit, vous allez donner des véhicules à San Pedro. Je lui ai dit, non, c'est San Pedro qui veut nous donner des véhicules. C'est la première fois qu'un responsable m'appelle et me dit, nous-mêmes, on va donner des voitures pour aider la gendarmerie, pour protéger nos populations. Et je voudrais le féliciter. Pour Ahmed Bakayoko, il faut continuer à œuvrer à l'amélioration des rapports gendarmerie-population. Veillez à ce que les populations ne souffrent pas de nos actions. Nous devons être le secours des populations. Quand un chef, une femme, un jeune voit un policier, un militaire ou un gendarme, il doit être rassuré. Il ne doit pas avoir peur. S'il a peur, c'est que nous avons échoué. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a saisi l'occasion pour féliciter publiquement le préfet militaire Koulibaly Ousmane pour la sécurisation de San Pedro, deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire.
Pour soutenir et apporter une solution à la question de l'emploi des jeunes de la région du Sud Comoé, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, originaire de la région, met à leur disposition un fonds d'appui à hauteur de 70 millions de francs CFA. L'annonce a été faite lors de la cérémonie d'investiture des présidents du Conseil national des jeunes du Sud Comoé, tenue à Boisseau samedi dernier. Salima Toudia, Francois Diou. La question de l'emploi des jeunes du Sud Comoé préoccupe les cadres de la région. Le ministre des Affaires étrangères met à la disposition de la jeunesse, réunie au sein du Conseil national des jeunes du Sud Comoé, un fonds d'aide de 70 millions de francs CFA afin de réaliser les activités génératrices de revenus. Des jeunes diplômés aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais le secteur public ou le secteur privé n'arrive plus à pourvoir aux emplois en nombre suffisant pour ces jeunes. Donc il faut que ces jeunes-là fassent preuve d'initiative, d'audace, qu'ils prennent des risques, mais il faut que nous les accompagnions. Une main tendue que les présidents du Conseil national des jeunes du Sud Comoé investis acceptent. On va commencer à travailler sur le volet technique en nous appuyant sur les compétences des sous de l'État, telles que l'AEJ et la direction de la jeunesse. À cet effet, nous sommes prêts à lui présenter le cadre technique sur lequel nous voulons travailler, montrer le dynamisme de la jeunesse du Sud Comoé sur l'utilisation de ces fonds. Le président du Conseil régional du Sud Comoé encourage d'autres cadres de la région à suivre cet exemple pour la création d'emplois en faveur des jeunes. Le développement ne peut pas être l'affaire d'une seule personne ou même d'une telle structure. Ça doit être un moyen de mettre tous les efforts ensemble pour pouvoir faire le maximum. De 2012 à 2017, plus de 1300 jeunes ont été introduits dans les activités économiques du Sud Comoé, selon le président du conseil régional. Avec ce fonds d'aide, les jeunes sont appelés au travail afin de mener à bien leurs projets de développement. Lancée depuis le 5 avril dernier, l'opération de contrôle périodique des instruments de mesure bat son plein. Les agents du ministère du Commerce sillonnent les commerces pour s'assurer que toutes les transactions qui ont lieu dans les marchés et les différentes officines à travers des instruments de mesure sont empreints de transparence et de loyauté. Des instruments de mesure qui devraient donner le juste prix et le poids réel. Notre reporter Jean-Louis Gbangbo les a suivis sur le terrain. Suivez son reportage. Nous sommes à Trècheville. Dans sa petite boutique située à l'avenue 16, ce sont des clients peu ordinaires que reçoit Ahmed Aïdara ce matin. Relativement à votre boutique, on constate que vous avez une balance, une pompe à huile et des réfrigérateurs. Et donc nous allons faire des essais et c'est soumis à des redevances que vous devez payer. Jeannot Legris est contrôleur de prix au ministère du Commerce. Avec son équipe, il procède à un contrôle des instruments de mesure, une opération débutée depuis le 5 avril dernier. Nous avons deux types de stickers. Le sticker vert pour dire que l'instrument est exact et le sticker rouge pour dire que vous devez aller réparer votre instrument et revenir faire la vérification. Les instruments de Ahmed Aïdara, eux, sont déclarés conformes. Une conformité certifiée par la pose de cette étiquette verte. C'est très important pour nous parce que nous n'avons pas le matériel pour vérifier les appareils que nous avons, comme les réfrigérateurs, comme les pompes et comme les bascules. À chaque moment, quand ils nous font la visite périodique, ils nous mettent les points à faire, ils nous donnent des recommandations. L'équipe de Legris poursuit sa tournée. Dans son viseur, ce grand restaurant, toujours dans la commune de Trècheville. Tous les opérateurs qui ne vont pas faire vérifier leurs instruments de mesure vont subir une surveillance. On vient de façon inopinée avec les forces de l'ordre pour vérifier si vos instruments ont été soumis à la périodique. Quand on ne voit pas que vous ne détenez pas des stickers et de quittance de l'année 2018, on scelle votre instrument, on vous fait un procès verbal et vous payez des amendes à l'État de Côte d'Ivoire. L'opération de contrôle périodique des instruments de mesure concerne tous les commerces ouverts sur toute l'étendue du territoire national, comme ce grand supermarché en zone 4 à Magori. C'est une autre équipe de contrôleurs qui est à la manœuvre. Quand ce contrôle n'est pas fait, on ne sait pas si la balance est bonne ou pas. Et ça ne permet pas de savoir si l'opérateur est viable ou pas. Il peut être de mauvaise foi et vous donner la quantité qui ne correspond pas à la quantité demandée ou achetée. Vérifier la fiabilité et la conformité des instruments de mesure utilisés dans toutes les transactions commerciales, mais également renforcer la confiance entre commerçants et consommateurs. Tel est le but de cette campagne qui prend fin le 5 août prochain. Il faut rappeler qu'en 2017, ce sont plus de 130 000 instruments de mesure qui ont fait l'objet de contrôle. 308 parmi eux ont été jugés non conformes et retirés du marché.
À l'étranger, au Mali, des victimes civiles, au moins 12 morts, ont été enregistrées samedi dernier à Boulikessi, localité située à la frontière avec le Burkina Faso. Les conditions ne sont pas encore formellement connues. Parmi les thèses, celle d'une bavure circule. Nicolas Maduro remporte la présidentielle au Venezuela. Plus de 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour voter lors de l'élection présidentielle anticipée. Mais la coalition de l'opposition a décidé de ne pas participer à ce vote, qu'elle juge être une fraude, car pour elle, les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin libre, démocratique et transparent. Fin de citation. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent lundi de Pentecôte à tous et à toutes. Merci Maï. Merci beaucoup Maï. C'est demain, le grand jour. Le grand jour demain. Le 22. 22, il y a un grand événement Bien sûr, mais ce n'est pas le mois indiqué. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est pas le mois indiqué. Ok, alors, mesdames et messieurs, nous continuons les festivités marquant l'anniversaire de Nessie. Il y a un monsieur qui est venu à la porte pour me laisser ça, je n'ai pas regardé. Donc, c'est pour vous. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Oh, merci. Voilà, c'est pour vous. Donc, merci beaucoup. Voilà. Quand c'était l'anniversaire de Marco, on n'a pas vu de gens venir donner. Enfin bref, merci en tout cas d'être en notre compagnie. Gabriel Zani qui est très frustré parce que son anniversaire aussi, personne est sur le plateau. Bonjour Gabriel. Bonjour. Gabriel Zani, c'est Instant Vérité. Madame, les Ivoiriens veulent savoir. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens vont devoir savoir ce matin? Alors, les Ivoiriens vont savoir s'il y a fraude ou pas sur la production de la carte nationale d'identité. Vous tous, vous le savez très bien que cette question est assez préoccupante parce que depuis, on peut dire 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, la production de la carte d'identité est au ralenti. Il y a longtemps, il y a des gens qui attendent leur carte d'identité depuis des années. Et les Ivoiriens m'ont approché, demandé, Madame, c'est une question assez importante, alors il faut en parler. Et aujourd'hui, nous allons en parler sans faux fuyant et situer les responsabilités avec le directeur général de l'ONU, M. Diakali Diakonaté. La personne indiquée. Oui, c'est le DG qui va venir répondre aux questions des Ivoiriens ce matin. Et je pense que tous les Ivoiriens qui nous regardent peuvent encore réagir, je crois, sur Facebook. La toile, et je rappelle que l'émission sera en direct sur Facebook pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui sont ici préoccupés par ces problèmes de pièces administratives là. Vraiment pourront nous contacter et nous envoyer les questions. On se fera fort donc de les transmettre à Gabriel Zani qui sera juste à côté. Ce sera dans quelques instants dans le volet Instant Vérité avec sa célèbre formule « Les Ivoiriens veulent savoir ». Merci, à tout à l'heure. Bon courage. Nessie, on continue notre émission. Oui, effectivement, Marco, la 5e édition du Festival de glace, c'était ce vendredi, disons le lancement, c'était ce vendredi, au parc d'exposition de Port-Boué sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc, il y a un reportage qui a été fait. C'était bien, hein? C'était bien. Herman Niamien, vous y étiez? Non, malheureusement, je n'ai pas pu y être. Vous étiez ailleurs, quoi. Bah, vous étiez ailleurs, parce que vous êtes très sollicité. Allez, on y va. Reportage. 5e édition du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie. L'événement se tient au parc d'exposition de Port-Boué sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le festival gagne en maturité et chaque année, des innovations sont annoncées. La particularité est que nous avons développé plusieurs pôles d'activité. L'unité de transformation du cacao au chocolat, qui permet de voir le process de fabrication partant du cacaoyer jusqu'au produit fini. Les Ivoiriens adulent la glace. Et vu que le chocolat fait partie de l'univers de la pâtisserie et de cette glace, parce que le chocolat est au centre en réalité, parce que nous avons de la glace à base de chocolat, nous avons de la pâtisserie à base de chocolat, et on s'est dit, on s'approprie justement de ces 3 segments qu'est la glace, le chocolat et de la pâtisserie, pour valoriser, n'est-ce pas, nos produits agricoles et aussi récompenser des talents dans cet univers. La promotion du cacao ivoirien au centre de cette 5e édition. Une unité de transformation du cacao a donc été ouverte pour permettre aux visiteurs de connaître les différentes étapes qui aboutissent à la fabrication du chocolat. Ici, l'idée, c'est d'expliquer un peu le processus des cabosses pour avoir le chocolat. Donc actuellement, nous sommes à l'étape de la torréfaction. La torréfaction, c'est de griller en fait. Donc on grille, on quitte de 100 pour arriver jusqu'à 140, voire 150. On a les fèves torréfiées. Et donc c'est ça que lorsque on va broyer, on va avoir de la pâte. Cette pâte-là, on va ajouter légèrement un peu de sucre et on va avoir du chocolat noir. Mais je vais vous expliquer un peu les vertus. Pourquoi il faut manger du chocolat?
ou encore des fèves torréfiées. C'est scientifiquement démontré que lorsque vous mangez du chocolat, vous ne vieillissez pas. Pour ne pas dire que ça ralentit le vieillissement. Pour ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, ça va réguler ça. Pour ceux qui sont tout le temps stressés au boulot, parce que le boulot, vous mangez du chocolat, ça déstresse un peu. En famille, entre amis ou individuellement, les populations se déplacent en grand nombre pour vivre l'événement. Les friands de glace, de chocolat et de pâtisseries sont servis. Plusieurs stands ont été dressés pour satisfaire les nombreux festivaliers. Cette année, on peut dire quand même qu'il y a assez de clients. Contrairement à l'année passée où c'était un peu difficile, on constate que cette année, les clients viennent, il y a de l'affluence en tout cas. En plus de nos produits, nous organisons une tombola. Vous avez des jeux, vous repartez avec des lots, plusieurs gadgets. Je suis venue avec mes enfants, on est très contents d'être en plein air et de pouvoir voir comment on fabrique le chocolat parce qu'on en consomme tout le temps et on ne sait pas toujours comment ça se fabrique. Donc on est content d'être là. On a mangé des croissants. On a bu du jus d'orange, c'est bon. Pendant que certains profitent de ces moments pour déguster les nombreux produits qui leur sont proposés, d'autres par contre s'essaient à la cuisine. C'est un atelier pour apprendre aux enfants à faire des crêpes, à faire la cuisine, à initier les enfants à la cuisine. Et je pense que ça se passe bien, les enfants assimilent facilement et puis ils comprennent comment on fait. Comment on fait les crêpes? D'abord c'est du lait, des œufs, de la farine. On ajoute de la levure, ça c'est optionnel. Du beurre aussi c'est optionnel, on peut mettre aussi du lait. Et je pense que c'est tout. Après on fait cuire au feu avec de l'huile. Débuté le vendredi 18 mai, la 5e édition du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie s'achève ce lundi 21 mai. Bonjour à tous et à tous, merci de nous retrouver dans Matin Bonheur et bien évidemment dans Instant Vérité. En août 2014, l'ONI, l'Office national d'identification, annonce la reprise de la production de la carte nationale d'identité. Un mois seulement était nécessaire pour avoir cette carte. Mais 3 ans plus tard, obtenir le précieux sésame demeure toujours un véritable parcours du combattant. Que se passe-t-il? D'où vient le retard dans la production des CNI? S'ajoute à cet état de fait l'expiration en 2019 de la quasi-totalité des cartes nationales d'identité éditées en 2009. Que fera l'ONI face à cette grosse demande de CNI en 2019, à 1 an seulement de la présidentielle de 2020? L'opposition monte au créneau, elle dénonce un retard délibéré. Madame, Monsieur, nous avons sur le plateau 2 Instants Vérité. Monsieur Diakali Diakonaté, le directeur général de l'ONI. Il va répondre à toutes vos questions. Bonjour, messieurs, encore. Bonjour. Et bienvenue à Instant Vérité. Bonjour. Alors, en août 2014, là, c'est la reprise de la production des cartes nationales d'identité. Combien de cartes avez-vous produit jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup, Gabriel. Je voudrais signaler que l'identification ordinaire a été autorisée le 14 juillet 2014 suite à une interruption depuis l'opération couplée identification ordinaire et enrôlement électoral 2008-2009. Depuis cette période, le système de production était totalement à l'arrêt et le système n'a repris qu'en 2014. Alors, depuis 2014, nous avons 1 480 000 cartes qui ont été produites depuis 2014. Donc, ce qui, ajouté aux 6 millions de cartes, nous tournons actuellement autour de près de 8 millions de cartes qui sont disponibles, qui ont été distribuées. Et la plupart de ces cartes-là ont été produites et une partie de ces cartes est encore dans nos centres d'enrôlement en attente d'être retirées par leurs pétitionnaires. Alors, donc, la question simple, combien de cartes qui ont été retirées ou encore combien de cartes il en reste encore dans vos locaux techniques? Alors, nous avons près de 900 000 cartes qui sont encore dans nos locaux et ces 900 000 cartes représentent 65% des cartes d'identité non encore retirées. Pourquoi autant de cartes non retirées? Alors, c'est une question de culture. Nous constatons que le contact des Ivoiriens avec le document administratif, de façon générale, mais le contact de l'Ivoirien avec la carte d'identité est un contact opportuniste. Les Ivoiriens ne viennent au centre d'enrôlement pour retirer les cartes que lorsque le besoin se présente, lorsqu'ils vont dans un service administratif qu'on leur demande la carte d'identité,
C'est en ce moment-là qu'ils se rappellent qu'ils ont fait une demande et que la carte d'identité est à l'Office national d'identification. Et cela même, la demande est faite dans une période, dans un délai très court. Alors, lorsque vous venez à l'Office national d'identification pour retirer votre carte nationale d'identité, il faut vous assurer que cette demande-là ne souffre pas de certaines irrégularités, ne souffre pas du manque de certains documents. Oui, monsieur le directeur général, nous nous sommes rendus à l'ONI, vos services techniques. Voilà. Alors, les populations déplorent le manque d'information et de communication de la part de votre structure. Voilà. Alors, ils ne sont pas informés. Il n'y a pas assez de communication pour leur dire que la carte a été produite et qu'elle est disponible. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai hérité d'une situation à mon arrivée à l'Office national d'identification, une situation où le formulaire d'enregistrement des pétitionnaires ne comportait aucun numéro de téléphone. Et l'identification ordinaire a même repris en 2014 sans récépissé pour certains centres. Donc, pas de contact, pas de moyen de contacter le pétitionnaire après avoir produit sa carte. Ou bien, lorsqu'on constate dans le cours, dans le traitement de la demande, qu'il y a un souci dans la collecte de sa donnée biométrique ou que son extrait de naissance qui a été produit est un extrait irrégulier, il est impossible de le recontacter. Donc, tous ces problèmes-là se sont accumulés. Et lorsque je suis arrivé, j'ai institué un service de réclamation et rassembler l'ensemble de ces informations dans une base de données pour permettre aux pétitionnaires de venir se renseigner. La fameuse porte 13, tout le monde la connaît, la fameuse porte 13 de l'Office national d'identification. Nous avons également, à l'occasion, découvert que de nombreuses personnes, et là je peux vous donner le chiffre, c'est effarant, oui, allez-y. Près de 140 000 personnes qui étaient en doublon dans notre système. Doublon, c'est-à-dire que des gens qui se sont fait enrôler 2 fois. Et que la machine trouve qu'ils sont dans une situation qui ne leur permet pas d'avoir des cartes nationales d'identité. Et toutes ces personnes-là sont en ville, sans contact, sans information. Et lorsque je suis arrivé, nous avons mis en marche un site Internet, actualisé le site Internet, réversé l'ensemble des données des pétitionnaires sur le site Internet et leur demander de consulter. Monsieur le directeur général, vous avez donc hérité d'un système que vous avez essayé de changer. Bien entendu. Alors, dites-nous, pourquoi il y a autant de retard constaté dans la délivrance des CNI dans ce cas-là? OK. Si vous avez apporté des réformes pour essayer d'améliorer, ne serait-ce qu'un temps soit le service public. Les activités des réformes ont commencé véritablement en 2016. Le circuit de traitement de la demande a été complètement revu. Les ateliers ont été réaménagés et nous avons créé des groupes de travail qui nous ont permis de réduire les délais de production des titres d'identité. Alors, c'est lorsque nous avons fait tout ce diagnostic que nous avons découvert que de nombreuses personnes s'étaient fait enregistrer 2 fois et de nombreuses personnes, d'autres personnes même s'étaient fait enrôler sans payer la taxe qui leur permettait d'avoir droit à leur titre d'identité. À qui la faute dans ce cas-là? Ceux qui n'ont pas payé, ceux qui se sont fait enrôler 2 fois, à qui la faute? Non, la faute c'est aux pétitionnaires. Lorsque vous allez vous faire enrôler, vous devez prendre le soin d'informer et nos agents leur demandent: monsieur, est-ce que vous vous êtes fait enrôler une première fois? Ils disent non. Et la plupart de ces personnes sont des faussaires, des gens qui ont changé les données alphanumériques de leurs extraits de naissance, qui ont réduit leur âge, qui ont changé de maman, qui ont changé de nom, oubliant que lors de l'enrôlement 2008-2009, ces personnes-là on avait collecté leurs données biométriques. Parce que la donnée biométrique est un élément fondamental de préservation de l'identité des personnes. Monsieur le directeur général, c'est ce qui pourrait expliquer le retard dans la production des cartes d'identité. C'est ce que vous voulez dire? Non, le retard, pour ceux qui n'ont pas encore eu les cartes d'identité, est dû à cela. D'accord. Mais moi, on a des amis, on a aussi des personnes que nous avons rencontrées, je vais dire, à l'ONI, et des personnes qui ont réagi sur la toile. Voilà. Il se trouve que des personnes qui n'ont jamais changé leurs données alphanumériques, comme vous le dites, qui ont seulement perdu la carte nationale d'identité et qui sont partis à la CEI, qui sont rentrés dans vos locaux pour avoir une nouvelle carte d'identité. Mais qui, jusqu'aujourd'hui, monsieur le directeur général, n'ont pas de carte d'identité. D'accord, je vais vous expliquer. Lorsque vous venez pour vous faire enrôler,
vous remplissez un formulaire. Et lorsque vous remplissez le formulaire peut être mal rempli. Je vous ai dit que l'ensemble des demandes qui souffrent de ce problème-là, ce sont des demandes qui ont été enregistrées bien avant que j'arrive. C'est-à-dire, vous venez, vous n'avez pas de contact. Il a un problème sur son dossier, vous ne savez pas comment le contacter. Les enrôlements étaient faits et la seule adresse qu'il était possible de remarquer sur le formulaire, c'était les centres d'enrôlement. Pas de contact téléphonique, pas d'adresse électronique. Alors, ces personnes-là ont des problèmes sur leur formulaire. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes sur la collecte de leurs données biométriques. Lorsque vous collectez la donnée, elle est mal prise. Donc, ces personnes-là viennent se plaindre. Alors, ce qu'il faut comprendre, en plus de cela, les personnes qui se plaignent généralement encore des retards, ce sont des personnes qui sont venues faire des duplicata, écoutez bien, qui sont venus faire des duplicata, qui ont changé de situation matrimoniale, alors que le module modification qui n'existait pas en 2008-2009, le module modification qui vous permet de changer de nom. Attendez, c'est fondamental. Il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est un système d'information qui a ses exigences. Vous voulez modifier votre état civil avec une décision de justice et vous ne signifiez pas cela à l'agent d'enrôlement. Donc, automatiquement, vous êtes pris en doublon qu'on appelle le doublon alphanumérique. D'accord. Donc, monsieur le directeur général, on va y revenir. Voilà. Donc, nous allons à la publicité. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. Le fonds d'entretien routier porte à la connaissance des usagers de l'autoroute du Nord qu'à l'occasion du week-end de Pentecôte, des pics de trafic pourraient se former aux stations de péage d'Atanguier et de Saint-Grobo du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018 aux heures suivantes. Vendredi 18 mai, départ 8h-21h, tendance encombrée. Retour, circulation fluide. Samedi 19 mai, départ 9h-15h, tendance encombrée. Retour, circulation fluide. Dimanche 20 mai, départ et retour, circulation fluide. Lundi 21 mai, départ, circulation fluide. Retour 15h-21h, tendance encombrée. Le fer s'excuse pour les désagréments que cette situation indépendante de sa volonté pourrait causer. Notre ambition, votre confort routier. C'est parti pour la caravane des valeurs du Nord. Du 5 juin au 14 juillet 2018, la caravane sillonnera les villes de Korogo, Ferkessédougou, Bouaké, Yamoussoukro, Abengourou, Abouesso, Daloa, Gagnoa, Diokoué, Mans, San Pedro, Dabou et Abidjan. Au programme, concours culinaire du Nord, jeux concours, de nombreux lots à gagner. Le vainqueur du concours culinaire de chaque ville sera sélectionné d'office pour la 4e édition du grand concours culinaire des filles gourmands du Nord. Du Nord, au cœur de vos repas depuis 3 générations.
messieurs, nous sommes de retour dans le studio de Matin Bonheur. Vous êtes dans Instant Vérité. Nous sommes avec monsieur Diakalidia Konaté, le directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification. Y a-t-il fraude sur l'identité des personnes en Côte d'Ivoire dans la production de la carte nationale d'identité? C'est le sujet. Alors, monsieur Diakalidia Konaté, vous venez de dire qu'une personne peut venir une fois, deux fois, trois fois même se faire enrôler. Et votre système le reconnaît plus tard. Est-ce qu'à l'enregistrement, il n'y a pas une défaillance du système? Je crois qu'automatiquement, même le système pourrait déjà dire que non, cette personne est déjà enrôlée. Le système que nous avons, qui a été mis en place en 2008-2009... Oui, non, il y a une défaillance du système. Le système n'est pas défaillant. Il y a les outils de collecte de la donnée et il y a les outils de traitement de la donnée. Au moment où vous collectez la donnée, on collecte la donnée à partir de terminaux. Et ces terminaux ne peuvent pas détecter déjà que vous êtes un faussaire. Donc, lorsque un faussaire, c'est pas trop dit quand même. Oui, mais vous êtes un faussaire. Si vous changez des données alphanumériques, vous savez que c'est un sport national, la fraude. Non, on peut changer. Attendez, il y a deux choses là, monsieur le directeur général. Il y a changer les données alphanumériques, mais il y a aussi le fait de venir peut-être une fois, deux fois se faire enrôler et puis donner les mêmes données. Non, voilà, mais le système de collecte ne permet pas, là où on collecte la donnée, dans les zones les plus reculées ou bien dans les grandes villes, au moment où vous collectez la donnée, vous ne pouvez pas détecter qu'il y a une fraude. C'est lorsque les éléments rentrent dans la machine, le métamatcheur se met en marche pour dédoublonner et les données alphanumériques, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, mais également va dédoublonner les données biométriques. C'est à partir de ce moment qu'un rapport sort pour dire « Attention, M. Tatapion est déjà en doublon, est déjà dans la base de données, il tente de frauder. » D'accord. Voilà. Maintenant, M. Tatapion, comme vous l'avez dit, tente de frauder. Quand M. Tatapion vient faire réclamation, ou bien encore il vient pour avoir les informations relatives à sa demande, alors pourquoi là, séance tenante, M. Tatapion n'est pas informé du fait que voilà, il est en doublon et qu'on ne peut pas produire sa carte d'identité, on le laisse dans le vide? Non, il n'est pas laissé dans le vide. Nous avons mis en place un système de gestion de la clientèle qui marche très bien. Depuis 2016, le bureau 13 existe à l'ONI Cathédrale, qui est le bureau de la réclamation. Nous avons une base de données qui permet d'informer. Nous avons mis en place un site Internet avec une plateforme de suivi des demandes en ligne, www.oni.ci. Nous avons également mis en place un call center. Ça, c'est récent, le call center. Non, le call center, non, le call center, il n'est pas récent. Il a existé. Il a été revivifié, il a été redynamisé. Et en plus de cela, madame, qu'est-ce que nous faisons? Depuis que je suis arrivé, des SMS sont envoyés régulièrement aux personnes dont les cartes sont disponibles. Mais comme je vous ai dit, le contact avec la pièce, elle est opportuniste. Ils ne viennent pas chercher le document. Monsieur le directeur général, nous allons avancer un peu dans le débat. Il y a une panne technique en juillet 2017. Vous en avez parlé dans vos interviews. Oui, alors, à quoi était due cette panne? La panne technique a été provoquée par les grosses pluies diluviennes que nous avons connues en 2017. Et cette grosse pluie a attaqué le système électrique et a touché le système d'information de la production des cartes nationales d'identité. Alors, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que le système d'information soit remis à flot. C'est ce que nous avons fait. Les pièces de ce système d'information, ce sont des pièces qui datent de 2007. Alors, donc, il a fallu remettre... Alors, non, je vais vous expliquer. Quand vous avez été interrogé, vous demandez des informations techniques, laissez-moi les donner. Les disent en même temps de vous demander la séance tenante là. Oui. Voilà, les pluies diluviennes, est-ce que les machines sont dehors? Les machines ne sont pas dehors. Les bâtiments dans lesquels sont les machines sont des bâtiments qui ont le même âge que les tours qui sont en réhabilitation actuellement. Les tours administratifs qui sont en réhabilitation, le bâtiment a le même âge que ces bâtiments. Donc, c'est un bâtiment qui a subi le poids des âges. Mais vous aurez dû en assurer également la sécurité, parce que vous savez que ce sont des machines importantes pour la délivrance des cartes nationales d'identité. Ce sont des cas de force majeure, indépendants de notre volonté. Nous prenons toutes les dispositions qui s'imposent pour protéger le système.
C'est ce que nous faisons. Mais une panne électrique qui provoque une panne du système d'information, mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Et toute la réparation qu'il a fallu faire, nous avons fait ces réparations-là. Nous avons remis le système d'information à flot. Il fonctionne correctement. Et depuis le début de l'année 2018 jusqu'à maintenant, les 100 et quelques mille demandes qui étaient dans le workflow, au vendredi, nous étions à 92 000 cartes produites déjà pour résorber ce problème-là. D'accord. Alors, nous allons évoluer. Monsieur Diakali Diakonaté, est-ce que vous avez également annoncé dans la presse que vous allez mettre en place un autre système? Effectivement. Un autre système qu'on ne comprend pas très bien puisque le récent système, le présent système que vous avez vraiment a du mal à produire les cartes d'identité. Alors, comment vous allez mettre encore en place un autre système? On va y aller rapidement. OK. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas Konaté qui décide de mettre en place le système. Le registre national des personnes physiques figure dans le programme national du gouvernement 2016-2020. Et ce programme vise à mettre en place un registre national qui est un système d'information plus intégré que le système de gestion de l'identité, totalement différent. Celui-là, il prend en compte le système d'état civil, le système de gestion des flux migratoires et le système de gestion des identités de l'ensemble des personnes. Est-ce que le registre national des personnes physiques, c'est le RNPP? Oui, c'est le RNPP. Est-ce que ce registre-là est déjà en place? Ce registre n'est pas encore en place, mais le cadre juridique institutionnel devant le mettre devant l'encadrer, devant encadrer la mise en place du registre. Ce cadre juridique est prêt. D'accord. Alors, donc, vous avez dit également dans la presse que vous avez lancé la phase pilote en 2017. Oui, effectivement. Voilà, début 2017. On veut savoir à quel niveau êtes-vous avec ce projet-là, rapidement, alors, qu'on avance. Le volet qui fait l'objet d'expérimentation dans la zone pilote, dans la Nawa, le Gbokle, San Pedro, est l'expérimentation des nouveaux mécanismes de collecte des événements d'état civil, les décès et les naissances dans les délais. Parce que nous avons constaté que ça ne marche pas. Donc, en collectant l'ensemble de ces données qui constituent la vie des individus, nous densifions la base de données, nous extirpons de la base existante les personnes décédées. Monsieur, en fait, il y a un véritable problème que les Ivoiriens posent là. Un système qui n'est pas encore mis en place à l'approche de 2020. Les cartes expirent en 2019, les cartes éditées en 2009 expirent en 2019. Oui. Comment les choses vont se faire concrètement pour essayer de, ne serait-ce qu'un temps soit peu, répondre aux besoins des uns et des autres en 2020? Alors, je suis vraiment désolé de vous dire que... On va aller rapidement. Je vais répondre à votre question. En fait, certaines personnes tentent de transformer cette question en serpent de mer. Ce n'est pas un serpent de mer. Nous avons un système d'information qui est là. Vous avez un ordinateur, vous avez un serveur. Toutes les données des Ivoiriens, tous ceux qui ont des cartes d'identité, les données figurent dans la base de données. En 2019, ce qu'il va falloir faire, c'est la mise à jour de votre portrait photo. C'est tout. Et si vous avez des informations qui ont évolué, si vous êtes devenu Madame Konaté, chemin faisant, on prendra en compte le nom de votre époux. Et également, si vous avez changé de résidence, on changera la résidence. Et à partir de ce moment-là, on va tirer votre document qui figure déjà dans la base de données existante. On ne va pas refaire la roue. D'accord. Un autre point, rapidement, s'il vous plaît. Ce RNPP n'est pas encore mis en place, alors que vous avez déjà un ancien système qui est en place et qui montre déjà des défaillances. Un nouveau système encore. Le système n'est pas défaillant, madame. À côté d'un autre système, comment les choses vont se faire sans créer la fraude à côté? Non, le système qui est là, parallèles. Le système qui est là est une composante du RMPP. Le RMPP, système d'identité, système d'état civil, système de flux migratoires, ce système qui est là fait partie intégrante. Nous partons à partir de l'existant. Nous ne faisons pas de blackout, de table rase sur ce qui est là. Ce qui est là, c'est l'héritage, c'est l'identité de l'ensemble des Ivoiriens que nous allons bonifier
à l'occasion de la mise en place du registre national des personnes physiques. Alors, Monsieur le Directeur Général, c'est sur ces mots que prend fin ce petit débat. Alors, Merci mesdames et beaucoup. messieurs, nous avons reçu pour vous Monsieur Diakalidia Konaté, le directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1 et restez surtout avec Nessie et Marco parce que Matin Bonheur continue. Merci beaucoup, Gabriel Zani. Merci également à M. le directeur général qui nous a fait l'honneur de sa présence sur ce plateau en ce lundi de Pentecôte, jour férié. On salue toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde entier. Nous allons aller maintenant dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons parler avec le directeur général de l'AGEDI, l'Agence de gestion et de développement. Attendez, l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Est-ce que vous connaissez? C'est quoi son rôle? De quoi vraiment ça retourne? Jingle et on commence tout de suite la discussion. Monsieur Youssouf Ouattara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'AGEDI. C'est pas très connu ça, mais je sais que vous abattez un travail assez conséquent, d'où votre présence sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'AGEDI? Merci. L'AGEDI est l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Une agence donc qui a la charge de concevoir, de mettre en œuvre et d'assurer la gestion des infrastructures industrielles. Et elle est créée en 2013. Il faut noter que cette agence est créée dans le cadre d'un ensemble de réformes que le gouvernement a entrepris afin de permettre à la Côte d'Ivoire de booster le secteur industriel en mettant donc à la disposition des opérateurs des terrains de qualité, des infrastructures de qualité, afin donc d'améliorer le cadre d'exercice des opérateurs. Il faut également préciser que cette agence a été créée et à sa suite, il y a eu le Fonds donc, de développement des infrastructures industrielles qui a été également créé, qui est le fonds qui est chargé de financer les activités de l'AGEDI. Et dans la même foulée, il y a le décret qui a été donc pris pour définir de nouvelles procédures qui définissent comment un opérateur qui arrive en Côte d'Ivoire s'y prend pour bénéficier d'un terrain industriel. Et dernièrement, donc, un décret a été pris pour encore mieux cadrer et ouvrir, je veux dire, la possibilité à un opérateur qui se trouve dans une zone où il n'existe pas de zone industrielle d'établir également une procédure claire comment cet opérateur peut toujours s'installer. Donc, grosso modo, donc, voici donc l'AGEDI qui est l'agence donc en charge de créer les zones industrielles et d'assurer le développement de ces zones industrielles. Et quelle est la procédure à suivre pour obtenir un terrain industriel? Pour obtenir un terrain industriel, vous montez votre dossier technique qui décline quel est le projet que vous voulez réaliser et vous déposerez ce dossier au guichet unique du CPC qui parviendra à l'AGEDI immédiatement. Et l'AGEDI dispose de 20 jours ouvrables pour analyser ce dossier selon des critères que nous avons élaborés qui permettent de classer les dossiers en priorité, selon la maturité du projet. Est-ce que votre financement est bien ficelé? Est-ce que vous disposez éventuellement d'équipements déjà commandés? Bref. Et cette analyse prend en compte l'avis technique d'une commission qui est consultatif. Et si votre projet passe au vert, eh bien, les signaux passent au vert, alors il est donc soumis au ministre en charge de l'industrie de délivrer une lettre d'autorisation de mise en valeur à votre profit. Alors, monsieur, quand vous parlez, monsieur le directeur, on n'entend pas, dans les conditions là, on n'entend pas si votre projet respecte l'environnement ou la sécurité des populations. C'est-à-dire, vous, ça ne vous préoccupe pas, quoi? Pas tout à fait. Vous savez, lorsque vous soumettez un projet que nous l'analysons, que vous avez un avis favorable, vous êtes tenu de vous soumettre donc aux conditions de respect de l'environnement. En quoi faisant? En soumettant une étude d'impact environnemental et social au niveau donc, des services en charge de l'environnement, et en soumettant une demande de permis de construire auprès des services en charge du permis de construire. Donc vous êtes tenu de respecter toute la réglementation qui vous permet de mettre en valeur votre terrain selon la réglementation qui régit le secteur. Donc ça veut dire qu'en ce moment, la zone industrielle, on sait qu'elle est hyper polluée, surtout du côté de Yopougon. On sait qu'il y a énormément d'émissions de gaz toxiques. Qu'est-ce que vous faites pour ça, concrètement? Vous avez alerté les sociétés, tout ça? Vous avez fait des avis, vous avez fait des enquêtes pour savoir un peu le taux, tout ça? Vous le relevez si bien. C'est lui de préciser que
justement, ce sont ces constats qui ont amené donc la création de l'AGEDI. Vous savez, avant la création de l'AGEDI, il n'y avait pas un cadre institutionnel qui permettait d'assurer un meilleur suivi de l'installation des opérateurs et de contrôler l'exercice de leur activité. Et c'est pour tirant les leçons donc, de toutes ces défaillances que le gouvernement a créé l'AGEDI, évidemment qui arrive et qui trouve un tableau qui est déjà en place, que nous nous attelons à corriger. Donc vous le dites bien. M. Ouattara, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les populations, pour les sociétés qui polluent? On parle souvent de beaucoup de choses aux alentours. Qu'est-ce que concrètement vous avez fait depuis que vous êtes là? De façon pragmatique. De façon pragmatique. Vous faites des visites inopinées. Comment ça se passe? Racontez-nous. Merci. Lorsque l'AGEDI donc est arrivé, le tableau était le suivant. Vous aviez des infrastructures industrielles qui étaient en conditions de dégradation très avancées, où les opérateurs étaient obligés de se mettre en congé en période de pluie. Nous avons connu une pluie exceptionnelle il y a une semaine. Et je peux vous dire que si nous étions encore dans ce schéma initial, certainement que les caméras auraient été braquées le plus sur la zone industrielle de Yopougon. Parce que vous aviez des inondations, vous aviez des voies qui étaient inaccessibles, même aux gros camions. Vous aviez un bassin Maca qui débordait de son nid, qui inondait les unités environnantes, qui obligeait les populations riveraines à délocaliser. Et donc, lorsque l'AGEDI a été mise en place, il était question de rapidement s'attaquer à ces questions pour assurer donc l'opérationnalité de ces infrastructures industrielles. En commençant évidemment par Yopougon, qui est la plus importante zone qui abrite près de 400 entreprises. Et qu'est-ce que vous y avez fait concrètement? Nous avons réhabilité la voirie, nous avons refait l'assainissement, nous avons refait l'électricité, nous avons refait, comment dirais-je, l'eau potable. Donc tous ces réseaux ont été donc réhabilités et aujourd'hui, elle a fière allure. Bien qu'en matière de gestion, comme vous l'avez dit, il est question d'aller à un niveau plus important pour amener les opérateurs donc, à se mettre aux normes quant à ce qui est donc des exigences environnementales, de sécurité, etc. Certainement. Est-ce que vous avez des moyens coercitifs, par exemple, pour amener certaines entreprises à avoir un comportement citoyen au niveau environnemental, par exemple? Bien sûr. Les textes édictés prévoient que lorsqu'un opérateur ne respecte pas les conditions, que l'État ait la possibilité de retirer l'acte qui lui affecte la parcelle. Et avec les services de l'environnement, je crois qu'il y a des mesures qui permettent même de procéder à la fermeture de l'unité lorsque celle-ci ne respecte pas. Vous croyez ou bien il y a des mesures qui... Non, ces mesures existent. Voilà. Quand vous dites « je crois », bon, j'ai un peu peur. Ces mesures existent bel et bien. Ou un opérateur qui n'est pas en règle, le ministre en charge de l'environnement peut prendre un arrêté qui oblige donc l'opérateur à arrêter son activité. Ça a déjà eu lieu combien de fois, ce que vous dites là, en Côte d'Ivoire ici? Mais ça a déjà eu lieu déjà en 2012 et ça a eu lieu en 2017. Ça existe. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre des actions sur le terrain? Parce qu'en même temps, ce sont de grosses structures. Oui, vous le dites bien. Évidemment, comme j'ai campé le tableau, le cadre institutionnel ne permettait pas d'assurer un suivi permanent des opérateurs qui s'installent. Conséquence, on avait l'impression qu'il y a un laisser-faire où les opérateurs se sont donc habitués à faire d'eux-mêmes ce qu'ils avaient envie de faire. Ils ont pris de mauvais réflexes. Et donc, quand vous arrivez qu'il faut amener ces opérateurs au respect de la réglementation, nous prenons juste quelques exemples. Vous avez des opérateurs qui pratiquaient à près de 40% la sous-location, quoiqu'elle est interdite formellement. Vous avez des opérateurs qui se sont spécialisés dans donc, cette sous-location qui est pour eux une source de gains énorme. Vous avez des opérateurs qui ont bénéficié des terrains qui, pendant près de 20 ans, ne les ont pas valorisés. Ou alors sont en cessation d'activité. C'est une raison qui peut être justifiée ou pas. Ou alors, le terrain est partiellement valorisé parce que justement, lorsque l'opérateur demandait la parcelle, il n'a pas compris qu'il lui fallait 2000 m², il en a demandé peut-être 1 hectare. Alors, aujourd'hui, les actions de l'AGEDI ont envie d'optimiser ces zones qui ont été réhabilitées à des coûts très importants. La zone de Yopougon, je dois vous préciser que ça fait 25 milliards qui ont été investis pour réhabiliter cette zone. Qu'est-ce que cet investissement si en face, il n'y a pas une optimisation de l'activité qui se déroule sur cet espace? Donc, évidemment, il y a une action de rationalisation qui a été entreprise
pour non seulement récupérer les terrains qui n'ont pas été valorisés et les affecter à de nouveaux candidats à l'investissement. Il y a des actions en vue de récupérer les parties qui ne sont pas totalement valorisées par les opérateurs afin de permettre à d'autres opérateurs de s'installer. Et Dieu seul sait combien d'opérateurs ont besoin de terrain. Et ceux qui pratiquaient la sous-location, il faut régulariser en retirant le terrain pour l'affecter à l'opérateur qui effectivement exerce. Donc vous comprenez qu'en vous attaquant à ces questions, ça fait des grincements de dents. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les opérateurs se plient. Elle est en train d'être délocalisée, la zone de Yopougon. Pas du tout. Elle n'est pas en train d'être délocalisée. La zone de Yopougon, tout comme d'ailleurs les zones qui existent à Koumassi-Vridi, sont arrivées à saturation. Donc évidemment, ce que l'État fait, c'est de créer une nouvelle zone, donc entreprendre un programme de développement d'une nouvelle zone, donc sur l'autoroute du Nord, au PK24, à Koupé-Zegui, qui est baptisé donc à Koupé-Zegui. Ça se déplace naturellement un peu. C'est en train d'aller de ce côté-là. Et vous voulez dire... Il y a des entreprises qui s'implantent de plus en plus sur cette zone. Évidemment, justement, nous avons... cela m'amène à une question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous faire le tableau statistique des infrastructures industrielles à ce moment-ci là de notre pays? Très bien. Ce que nous devons vous préciser, c'est que notre pays a quand même l'avantage que c'est un pays qui, très tôt, a bénéficié de plans d'urbanisme directeurs, l'élaboration de plans d'urbanisme directeurs qui orientent le développement de chaque ville. Et dans le cadre de l'élaboration de ces plans d'urbanisme, il y a donc des zones qui sont affectées aux infrastructures industrielles, aux activités économiques. Donc, naturellement, toutes les villes qui ont bénéficié de plans d'urbanisme directeurs ont des réserves destinées donc aux activités économiques. Maintenant, la seule différence, est-ce que ces réserves ont été effectivement aménagées et permettant aux opérateurs de s'installer? C'est là qu'il y a toute la question. C'est à vous de nous le dire. Effectivement. Donc, au niveau d'Abidjan, vous avez principalement 3 zones, dont la 4e, qui est la nouvelle qui est en train d'être créée. Vous avez Koumassi-Vridi qui font chacune 120 hectares. Vous avez donc la zone de Yopougon dont nous venions de parler tantôt, qui fait 645 hectares, mais quand on enlève une partie qui est essentiellement occupée par des artisans, on est autour de 500 hectares. C'est cette partie qui a été viabilisée. Et évidemment, à San Pedro, vous avez dans le prolongement de la zone portuaire une zone industrielle, quoique elle n'a pas encore bénéficié de l'aménagement comme celle de Yopougon, nous venons de le faire. Vous avez Yamoussoukro, vous avez Bouaké, vous avez Bonoa, vous avez Aboisseau, vous avez Korogo. On peut multiplier les exemples. Il y a des embryons d'activités industrielles donc, sur ces espaces. Et donc aujourd'hui, les défis pour l'AGEDI, comme nous avons entamé à Abidjan, c'est donc d'aménager ces différentes zones au travers donc, de ces différentes villes du pays et permet de bénéficier donc de zones modernes et compétitives. Mais il y a également des unités industrielles qui s'installent en dehors des zones industrielles. Que faites-vous pour cela? Ça, c'est également l'une des questions à laquelle nous nous sommes attaqués. C'est vrai que lorsque les zones existantes étaient arrivées à saturation, que le cadre institutionnel, malheureusement, n'avait pas permis d'aménager progressivement les zones pour anticiper. Sur une certaine période, les opérateurs étaient comme à la recherche d'un terrain, là où ils pouvaient le trouver. Alors, c'est pour cela que, tirant les leçons de ce risque, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que aussi longtemps que ces opérateurs s'installent sur des espaces qui ne sont pas des zones industrielles, ça veut dire que quoi? Elles vont se retrouver encadrées par des unités urbaines, vont se trouver là où il ne faut pas, avec les risques liés à l'environnement, vous l'aviez noté, avec les risques liés à la sécurité, vous l'avez dit, la cohabitation, les différentes nuisances, ça peut être sonore, ça peut être olfactif et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a eu ce passage, mais très rapidement, lorsque l'AGEDI a été mise en place, nous avons commencé à sensibiliser les opérateurs et donc à les réorienter donc vers les zones industrielles. 2020 arrive, alors que comptez-vous, ce sera le mot de fin, que comptez-vous faire afin de doter notre pays de zones industrielles compétitives, qui respectent l'environnement, qui respectent la sécurité, bref, qui sont en phase avec l'objectif de la fameuse émergence à l'horizon 2020? Alors avant d'aborder cette question, vous me permettrez juste d'ajouter, oui, je répondrai, donc je vais vous préciser que
Et justement, pour résoudre le problème des opérateurs qui sont hors zone industrielle, il y a un décret qui a été pris en mars 2017 qui donc permet de recenser tous les opérateurs qui sont en dehors des zones industrielles afin de les connaître et les amener donc à se mettre aux normes de réalisation de leurs activités pour justement prévenir les risques qu'on peut connaître que nous venons de citer. Alors que comptons-nous faire? C'est de poursuivre la stratégie de réhabilitation des zones qui existent, les mettre aux normes, c'est de créer de nouvelles zones industrielles et donc dans les différentes localités, pas seulement à Abidjan, mais à l'intérieur du pays. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez 5 villes, Korogo, Boaké, Séguéla, Bondoukou et Odiéné, qui font l'objet donc de programmes d'aménagement avec l'appui de la Banque mondiale en vue donc de booster la transformation de la noix de cajou. Vous savez que nous sommes premiers producteurs, donc pour tirer une plus-value. Donc, il y a toutes ces actions qui sont donc en cours, qui permettront de doter notre pays, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, de zones modernes, compétitives, afin d'attirer davantage les opérateurs et atteindre l'émergence telle que le président de la République le prône. Vous me permettrez juste en quelques secondes de dire qu'il faut saluer vraiment l'action du gouvernement et le leadership du président de la République. Ça clairvoyant, il allait dire. Ces réformes qui ont permis de mettre en place l'AGEDI et tous les textes pour baliser l'installation des opérateurs aurait dû être pris il y a 20 ans. D'accord. Et c'est donc sous leur leadership que nous avons pu atteindre ce cap. Et on espère également, au-delà de tout ce que vous venez de dire, qu'au final, les habitants, ceux qui sont aux alentours, ceux qui vivent là-bas au quotidien, auront vraiment une sécurité et que tous ces responsables-là des infrastructures industrielles vont respecter vraiment l'environnement et tout ce qui permet aux populations d'être en sécurité de façon multiforme. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara Youssouf. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'AGEDI, l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. En tout cas, merci. On a connu plus bon courage pour ce que vous faites pour la suite. Matin Bonheur, c'est fini, Leslie. Au revoir, Marco. Rendez-vous demain, même heure, 5h55.